Et si on se faisait une petite offensive générale? C'est vrai que ça fait longtemps. Le truc, c'est que ça fait une semaine que les combats font rage, et les pertes des derniers jours font un peu froid dans le dos. En plus, on a perdu beaucoup de canons, et les réserves de munitions commencent à faire la tronche. Et il faut dire que les troupes commencent un peu à fatiguer. Normal. Va falloir renoncer à une offensive générale et se rabattre encore sur des attaques très localisées, sur des points stratégiques. Fini les grands assauts. Il est décidé que l'on reprendra la zone morceau par morceau, au moyen de petites attaques localisées, avec des grenades et de l'artillerie tranchée. C'est pas trop tôt. Pourtant, en ce 16 mai, le front est relativement calme comparé aux jours précédents. Et c'est logique, l'attaque de diversion britannique fonctionne, ce qui force les Allemands à se concentrer ailleurs. Donc, le secteur du labyrinthe est figé, ce qui fait de lui une cible facile. Enfin, facile, selon l'état-major. Jules Delmas et ses camarades reçoivent l'ordre d'attaquer dans l'après-midi. L'artillerie exécute son tir de préparation. Notre attaque se déclenche. Hélas, à peine a-t-elle débouché du boyau de la Vistule qu'un foudroyant barrage de percutants et de balles de mitrailleuse la cloue au sol, à 100 mètres de la base de départ. Vous l'aurez compris, l'attaque a échoué en quelques instants. Du côté de Neuville-Saint-Va, on reprend l'école et la mairie, et on continue à mettre la pression sur les maisons encore aux mains de l'ennemi. Ce qui n'est pas forcément évident. Les informations ayant du mal à passer, et les zones occupées n'étant pas clairement définies par des barbelés, il est assez facile de toquer à la mauvaise porte et de se faire abattre bêtement. Maurice Gabold doit s'y rendre pour apporter des papiers administratifs. Je vous jure que c'est même pas une blague. Dans la cave, où je trouve Castille, il me dit être nez à nez avec l'ennemi que l'espace d'un mur sépare de lui. On se fusille à bout portant et on peut faire assaut à la baïonnette dans les vergers. Tout homme qui se montre est oxy. La traversée des vergers pour corvée d'eau ou cuisine lui a déjà coûté quelques hommes. Enfin, 2 sentinelles sont déjà tués d'un coup de feu à la tête. Dans une baraque voisine que je gagne en rampant, le lieutenant Barbe fume un cigare que vient de lui lancer un Boche plus humain. Je suis surpris qu'on n'attaque pas d'un côté comme de l'autre. Le corps à corps serait réalisé. Tout a été calme en général pendant la journée. Du côté des troupes qui n'attaquent pas, on souffle un peu. Les officiers en profitent pour réorganiser leurs unités. Des renforts sont commandés pour combler les pertes. La nuit tombe sans plus de grabuge, et Paul Viriot reçoit une mission qu'il n'est pas prêt d'oublier. Une ombre s'avance vers nous. C'est l'adjudant de bataillon qui vient s'enquérir des hommes de corvée. Il nous emmène vers un dépôt de sacs de terre et nous en distribue 10. Il nous donne pour objectif des instructions si rudimentaires que nous devons prendre des initiatives. Le petit bleu a très peur. Il est là depuis seulement 4 jours et comme début, il est gâté. Il tremble comme une feuille et me demande où je vais l'emmener. Je lui montre les sacs, lui dis de les remplir, on verra la suite. Le bombardement est toujours intense. Plusieurs fois, nous devons abandonner notre tâche pour nous abriter. Enfin, nos sacs sont pleins. Je dis au petit de m'attendre, car je dois repérer les lieux où porter nos sacs. Comme des bruits sourds se font entendre tout près, je m'y rends. Ce sont des sapeurs du génie qui font des travaux sous les fondations pour relier les maisons entre elles. Je m'enquière auprès d'eux de l'endroit où déposer nos sacs. Ici, une observation. On envoie 2 hommes pour faire un barrage urgent, sans directive, ni gradé pour vous accompagner. Le sapeur auquel je m'adresse, tout d'abord, ne me répond pas. Devant mon insistance, il finit par me désigner un carrefour où aboutit la rue en question. Il ajoute que, pour placer mes sacs, il me faudra ramper sur une dizaine de mètres, car les Boches occupent les fenêtres surplombant la rue. Comme conclusion, il m'avoue que tous ceux qui ont essayé ne sont pas revenus. Ensuite, tranquillement, il se remet à piocher. Je m'en retourne muni de ces précieux et encourageants renseignements. Anxieux devant le devoir à accomplir et l'effroyable danger qui nous guette, il nous faut choisir. Il nous était facile de rentrer sans avoir accompli notre mission, car personne ne serait venu vérifier si les sacs étaient en place. Mais ma raison me dicte mon devoir, d'autant plus qu'il est volontaire. Je vais voir mon petit bleu, que je ne retrouve plus. J'appelle. Enfin, il revient, courbé, tremblant, et me dit qu'il a failli être tué. Nous prenons chacun un sac sur nos épaules et nous dirigeons vers le carrefour. Après plusieurs voyages, nos sacs sont à pied d'œuvre, mais il faut les placer. Le clair de lune est magnifique. Retenant notre respiration, nous entendons les Boches jargonner tout près. Je risque un regard sur la ruelle et aussitôt une sueur froide perle à mon front. 6 hommes sont étendus morts, leurs sacs devant eux. Nous ne sommes pas les premiers. Un frisson bien naturel nous agite et nous restons cloués sur place, sans savoir quelle attitude adopter. Le petit bleu à voix basse me supplie de ne pas tenter l'aventure et se remet à pleurer. Que faire? La fuite? Elle est facile. Mais le devoir? Cruel dilemme qui nous place entre l'ordre à obéir et la mort.
C'en est fait, ma décision est prise. Résigné, je me couche, un sac devant moi pour me protéger des balles qui risquent de pleuvoir. Il est entendu que le petit m'avancera les sacs à mi-parcours et je les placerai. À ce moment, la Providence veille. Un nuage opaque vient masquer le clair de lune. S'il n'y avait pas ces maudites fusées, la nuit serait presque complète. J'avance lentement, retenant ma respiration. La sueur me coule le long du dos. Mon cœur bat tellement fort que j'ai peur qu'ils ne me trahissent aux Allemands tout proches. Je parviens au premier cadavre et fais le mort avec eux. J'arrive enfin au barrage qui n'existe qu'à l'état d'embryon et place mon sac. 7 ou 8 sont déjà en place. Les Boches continuent à causer, et vu leur avancée, la surveillance s'est un peu relâchée. Lentement, je recule, un demi-mètre la minute. Je retrouve mon petit et vais placer le deuxième sac. 6 sont ainsi placés en presque 2 heures. J'ai totalement perdu la notion du temps, et je suis éreinté, fourbu, brisé. Il m'en reste 4, mais je me demande si je pourrais aller au bout tant je suis exténué. À ce moment, le nuage protecteur s'efface et fait place à un merveilleux clair de lune. Je reviens au coin de la rue pour reprendre mon souffle. Après un quart d'heure de repos, j'annonce au bleu qu'il reste 4 sacs à porter et qu'il est urgent de finir la besogne si on ne veut pas finir la nuit dans ce coin sinistre. Je recommence à ramper, mais soit je fais trop de bruit, soit les Boches m'ont repéré. Je suis éventé et les balles commencent à siffler. Clac, clac. En 1 seconde, je lâche mon sac et tel un ressort, je fais demi-tour. Heureusement que je n'étais pas trop avancé, ou j'y laissais ma peau. J'aurais fini avec ces malheureux tués pour quelques sacs de terre. Croyant à une attaque de notre part, un mouvement se fait entendre dans la ruelle. Les Boches sortent et se dirigent vers le carrefour. En 3 sauts, nous traversons la route et nous jetons dans un trou de bus dans le verger d'en face. De notre trou, nous les voyons avancer prudemment au coin de la rue. Ils sont 5. Ils montrent juste le bout du nez pour voir ce qu'il en est. Ne voyant rien d'insolite, ils font demi-tour, contents de s'en tirer à bon compte. J'aurais eu mon fusil à ce moment, quel beau carton j'aurais fait à cette courte distance, mais j'ai laissé mon Lebel dans la cave pour ne pas m'encombrer. Après cette chaude alerte, plus question de continuer. Les Boches sont sur leur garde. Il nous faut rentrer avec la satisfaction d'avoir placé 6 sacs et d'être rentrés vivants. Pour partir, nous suivons un boyau à moitié comblé par les torpilles. Il est interminable et nous ramène à notre point de départ. Nous sommes perdus. Heureusement, des fusées françaises sont tirées non loin de là, et nous nous dirigeons vers elles. Des camarades de la 2e compagnie nous signalent que nous nous dirigeons droit sur les Boches. Après examen de la situation, nous décidons de refaire le chemin inverse. La rue que nous avons prise avec nos sacs est-elle sûre ? Sautant d'un trou à l'autre, nous l'abordons. Rien de suspect. Nous dévalons alors en 4e vitesse. Le jour commence à poindre lorsque nous regagnons notre cave. Le sergent nous croyait morts, et l'agent de liaison revenu chercher d'autres volontaires. On lui avait signalé que 2 soldats étaient disparus. Ainsi commence la journée du 17 mai. Le 26e doit faire tomber la tranchée de Hambourg qui tient toujours. Et pour cause, le cratère laissé le 9 mai par l'explosion des 2 mines est devenu un des points chauds de la défense de la ligne. Il faut donc le reprendre, et pour cela, les soldats s'en approcheront mètre par mètre au moyen de sapes souterraines pour ne pas attirer l'attention. Les Allemands continuent leur bombardement constant, et il pleut à verse. Certains abris s'écroulent sous les explosions, d'autres sont littéralement inondés, ce qui empêche toute action de l'infanterie. Certains soldats sortent même à découvert pour se laver. Georges Baudin commente même « Les boyaux sont à moitié remplis d'eau. Il en est de même pour remonter après la soupe. Et le soir, pour revenir, une barque aurait été préférable, je crois. » Mais cela n'arrête pas les combats dans les rues de Neuville-Saint-Var, où le moral des Français est excellent. En témoigne le 146e d'infanterie qui a demandé à ne pas être relevé, prétextant que Neuville est son village. Il faut dire qu'ils sont remontés. Le lieutenant-colonel David, qui commandait le régiment, s'est fait descendre. Pour eux, c'est devenu personnel. Ce jour-là, les cadres de l'artillerie française reçoivent une note secrète. L'exécution des récentes attaques a montré que l'ennemi, ayant observé nos méthodes de préparation par le canon, nuance le tir de ses batteries en même temps que le nôtre, et qu'il exécute vers la fin de notre tir d'efficacité des barrages d'artillerie en avant de nos tranchées de départ, ainsi que sur nos tranchées de soutien. Il convient donc de chercher à tromper l'ennemi, en faisant exécuter à des moments choisis des reprises de feu d'efficacité. L'emploi de ce procédé, en entraînant inutilement le barrage de l'ennemi, pourra dérouter le tir de ses batteries, et en tout cas les obligera à se dévoiler. Les contre-batteries pourront alors les maîtriser. Et ouais, ce n'est pas parce que le front se fige que les belligérants ne s'adaptent pas. Le 18 mai, bombardement continuel. Et pour cause, les renforts allemands ont achevé leur voyage.
C'est au total 9 divisions armées jusqu'aux dents et une grande quantité d'artillerie lourde, comme du 150, du 210, du 280 et même du 305. De plus, la 6ème armée dispose désormais d'un approvisionnement quasi illimité en munitions. Les Français n'ont plus l'avantage du nombre, ni de la puissance de feu. Jules Delmas commente. Le tir ennemi prend, vers 17h, une telle intensité que nous craignons une préparation d'attaque. On oublie toujours les dangers passés pour ne considérer que le mal présent, mais véritablement, depuis que je fais la guerre, j'ai rarement vu une telle débauche de projectiles. Le malheureux boyau de la Vistule qui nous abrite depuis 6 jours est complètement démoli. Le tonnage d'acier qui est tombé sur cette chaussée de Neuville-Saint-Va est incalculable. Mais aussi, que de petits soldats ont trouvé là leur sépulture. Le spleen de Jules Delmas ne fait qu'augmenter quand il apprend que le commandant de Vissec est mort de ses blessures. La pluie continue, ce qui empêche les tirs d'être précis. Et heureusement, car les Français manœuvrent et subissent de plus en plus de problèmes de logistique. Il est en effet difficile de loger toutes les unités convenablement et de fréquentes disputes éclatent entre officiers à bout de nerfs. Même au niveau du haut commandement, certains rapports ne sont pas clairs et on peut sentir une certaine tension entre les généraux. Le jour se lève sur le mercredi 19 mai. Malgré les canons allemands qui tirent continuellement, les soldats français profitent de cette journée pour se reposer. Une note ultra secrète remonte aux oreilles du général Durbal. Il s'agit du nombre de canons de 75 perdus par la 10e armée entre le 9 et le 16 mai. 29 canons gonflés, 47 tubes éclatés, 16 pièces abîmées par accident et seulement 10 canons endommagés par l'ennemi. Ça nous fait un total de 102 canons de 75 hors de combat. Combien ? C'est franchement alarmant, et cette note doit d'urgence remonter jusqu'au ministère de la Guerre pour qu'on puisse prendre des mesures. Vous vous rappelez des problèmes de fabrication des obus ? Des mesures ont été prises pour éviter d'amener au front des munitions défectueuses. La formation des femmes travaillant dans les usines a été complétée. On a rappelé les ouvriers qui étaient qualifiés pour ce job. Et surtout, on a inspecté les stocks pour retirer les obus suspects. Tout cela nous fait passer de 1 obus foireux sur 4000 à 1 sur 6 ou 7000. C'est mieux, mais de toute évidence, c'est pas encore ça. Le général transmet la note et en écrit une autre, à destination de ses généraux de corps d'armée. L'expérience des dernières attaques a démontré que, pour être en mesure d'exploiter un premier succès rapidement acquis, il paraissait nécessaire que les troupes de deuxième ligne soient poussées, dès le début de l'action, suffisamment en avant pour pouvoir appuyer le combat des éléments en première ligne. Dans la guerre que nous menons actuellement, les unités agissent encadrées. La sécurité de leur flanc est suffisamment assurée par les troupes voisines. Il semble donc inutile de disposer des réserves importantes pour parer à un semblable danger. Par contre, ces réserves peuvent avoir à pousser rapidement l'attaque heureuse des premières troupes engagées. Il y a donc intérêt à les rapprocher et à les tenir prêtes à marcher et à profiter de toutes circonstances favorables. Dans le même ordre d'idées, il y a également lieu de rapprocher des fractions de cavalerie en les défilant convenablement, de manière à leur permettre de coopérer avec les autres armes au succès commun. La lenteur des troupes de réserve étant un des plus gros facteurs des échecs du 9 mai, ce genre d'adaptation est tout à fait bienvenu. Les combattants apprennent encore une fois de leurs erreurs. Pendant ce temps, Georges Baudin se repose jusqu'à ce que... Vers 21h, au moment où nous venons de le coucher, une violente fusillade éclate au loin, aussitôt suivie d'une canonnade de nos 75 qui se propage bientôt pour devenir générale. Alors je me relève pour voir ce qui se passe. Je suis aveuglé par le feu de nos batteries qui nous environnent, et cela dure 1 heure environ. Les Boches ont sans doute essayé d'attaquer, mais sous un feu pareil, ils tombent encore sur un manche. Le concert diminue d'intensité, et je me recouche. Pendant l'attaque, on aurait juré un feu d'artifice. En l'air montaient et descendaient des fusées lumineuses de toutes les couleurs, rouges, blanches, vertes, etc. C'était vraiment curieux. Cette énième contre-attaque des Allemands dans le labyrinthe s'est faite tuer dans l'œuf. Une fine brume tombe sur le champ de bataille alors que le soleil se couche. Les Français en profitent pour creuser et aménager le terrain, parfois très près des lignes allemandes. Les défenseurs entendent des coups de pioche, mais ne voient rien. Ils tirent à l'aveugle, mais sans grand succès. C'est que, dans le brouillard, Jules Delmas fait prolonger ses boyaux d'attaque. Maintenant, on creuse à 100 mètres des Allemands qui flairent quelque chose s'ils ne voient rien, et tiraillent à peu près sans arrêt. Le brouillard, cette nuit encore, nous masque. Sinon, le travail à si courte distance serait impossible. Mais ils n'arrêtent pas les balles qui claquent aux oreilles comme des coups de fouet. Les hommes piochent avec une énergie farouche afin de s'enterrer au plus vite, car rien n'est agaçant comme cette attitude de fossoyeur à 100 mètres de la gueule des fusils, vomissant sans trêve la mort. Nous faisons beaucoup moins de pertes que je craignais, quelques blessés légers, et à 3 heures nous regagnons nos abris. À la porte de mon poste, je trouve le colonel et le général de brigade qui me prient de leur faire le tour des tranchées de première ligne.
Cette promenade entre chien et loup nous prend 2 heures. À mon retour, le jour s'est levé. Les sentinelles, rassurées, ne tirent plus, et le canon lui-même a cessé d'aboyer. Seul, sur les arrières, dans une tour invisible, une cloche éveillée égrène un angélus lointain. Des tranchées où il a dormi, le brouillard de la nuit s'évade en les ourlant de fines dentelles blanches. Au nord, le village de Neuville-Saint-Va dresse, comme des squelettes, ses pans de murs déchiquetés par les obus. Des bas-fonds où traînent ces paquets de brume semblables à des monceaux de toile grise abandonnés montent vers nos coteaux dévastés les effluves embaumés d'une sève printanière. Après la tension de ce travail nocturne, je me délasse à contempler un instant le merveilleux qui s'offre à mes yeux. Cette aube de mai, la terre en pleurs qui, toute heureuse d'échapper au mystère de l'ombre, sourit à la lumière, et le soleil qui, déjà monté sur l'horizon, commence à poudrer d'or le champ de bataille. Ô soleil, père de la clarté, tu triomphes de la guerre et de la mort, tu perpétues la vie et tu prodigues la beauté, jusque dans les champs de carnage et sur les tombeaux. Avant de m'endormir, je te salue encore une fois. Alors que Jules s'endort, le matin du 20 mai se présente, et le calme est en effet relativement présent. Et c'est tant mieux, les hommes sont épuisés et le manque d'hygiène commence à se faire lourdement ressentir chez tout le monde. Des compagnies entières sont assaillies de poux et d'insectes pas plus amicaux. Ce jour-là, Paul Viriot est au bord du gouffre. Nous attendons à chaque instant l'obus bienfaisant qui nous délivrera des affreuses visions et cauchemars qui sont notre quotidien depuis 11 jours. Hâves, fiévreux, pouilleux, affligés de rictus effrayants, nous n'avons plus rien d'humain. Qui pourrait reconnaître en nous des êtres humains ? Nous sommes méconnaissables et proches de la folie. Dans une toute autre ambiance, dans l'après-midi, Jules Delmas et ses hommes sont ravis d'apprendre qu'ils sont relevés par un bataillon et peuvent aller se reposer en deuxième ligne sur le boyau de l'Elbe. C'est également ce jour-là que Joffre envoie sa note au ministère concernant la situation alarmante des canons de 75. J'ai eu l'honneur d'appeler à différentes reprises votre attention sur les déficits croissants en canons de 75. La situation depuis lors n'a fait que s'aggraver. Aucune amélioration n'a en effet été constatée dans le taux des éclatements qui se maintient à environ un éclatement pour 6000 à 7000 coups. En particulier, les opérations de la 10e armée ont eu pour effet de réduire les nombres des pièces de cette armée de 102, dont 29 gonflées et 73 hors de service par éclatement ou par le feu de l'ennemi. Notez qu'en habile politicien, Joffre évite de donner des détails, probablement pour ne pas faire paniquer le ministre. Le calme relatif dans le secteur dure jusqu'au 21 mai. Le beau temps revient et les soldats peuvent en profiter pour se sécher et se débarbouiller. Pour la première fois depuis le début de l'offensive, la nourriture arrive à l'heure et en bon état jusqu'en première ligne. Incroyable. Même les Allemands semblent profiter de cette éclaircie. Leur bombardement se fait moins constant. Enfin, pas pour tout le monde. Le 37e RI s'en prend plein la courge et des obus d'artillerie lourde font s'écrouler plusieurs abris, mettant en péril la vie des occupants et semant la panique chez les jeunes recrues. En fin de journée, le 26e doit lancer des coups de main localisés qu'il prépare depuis plusieurs jours, particulièrement au niveau de l'entonnoir de la tranchée de Hambourg. Quelques heures avant l'attaque, les Allemands lancent un grand bombardement suivi d'un assaut d'infanterie. Mais les canons de 75 français font feu et leur barrent la route. Les Allemands se replient instantanément sans demander leur reste. Les soldats du 26e se reconcentrent sur leur attaque. Claude Paron est de la partie, et exténué par son long séjour aux tranchées, il sait qu'il ne faudra pas compter sur l'effet de surprise. Mais malgré tout, l'heure d'attaque arriva sans qu'on reçût aucun contre-ordre. Alors lorsque arriva 1 heure, on s'équipa au complet. On mit le sac au dos, et notre sous-lieutenant et nos sergents donnèrent l'ordre de partir, tout en faisant le moins de bruit possible, car le terrain, malgré la légère pente allant du côté Boche, se prêtait encore assez pour se cacher, parce que sur les 200 mètres environ que nous avions à franchir, seulement une quarantaine. En arrivant au Boche se trouvait en terrain découvert, mais avant c'était un grand champ de vieilles betteraves qui n'avaient pas pu être arrachées à l'automne précédent, et dont les feuilles avaient bien repoussé de près de 50 cm. Aussi se trouvait-on encore assez caché, et jusqu'au terrain découvert, les Boches ne faisaient que tirailler, comme ils en ont l'habitude, mais pas de trop. Seulement, comme on devait approcher en rampant jusqu'à une quinzaine de mètres de leur tranchée, ils nous découvrirent tout de suite en débouchant des betteraves. Et c'est alors qu'ils nous arrosèrent de balles, avec leurs mitrailleuses qui exécutèrent sur nous un tir croisé, car les tranchées faisaient le demi-cercle, puis on se trouvait à une jolie portée de fusil. Aussi leur tir fut-il bon, car malgré que c'était la nuit, ils nous voyaient comme le jour avec leurs fusées éclairantes qu'ils lançaient en masse sans discontinuer. Aussi les balles nous sifflaient comme des mouches, autant des oreilles. Mais malgré ça, nous avancions jusqu'à une vingtaine de mètres à peine, où je fus blessé, juste au moment où on allait y aller à la baïonnette. Alors je laissa mon sac sur place, et je me traîna un peu en arrière, où je trouvai un trou d'obus. Alors là, je quittai tout mon fourmillement,
pour essayer de me sauver, comme je le pouvais, car les balles sifflaient sans discontinuer et dures comme grêle, puis avec cela je perdais assez de sang, et je craignais qu'après 5 mois de fatigue et tout cela, les forces viennent à me manquer. Mais enfin, grâce à Dieu, tout alla encore pour le mieux, et je réussis enfin à atteindre le boyau d'où on était parti. Alors là, je me trouvais à l'abri, au moins des balles, puis je l'ai suivi jusqu'à notre tranchée de première ligne, où je fis encore une centaine de mètres pour trouver un camarade qui, avec mon paquet de pansements, me donna les premiers soins, c'est-à-dire banda ma blessure où le sang coulait afin de l'arrêter un peu. La blessure est sérieuse, et Claude Parron est évacué à l'arrière. Il passe entre les mains de l'ambulance divisionnaire et passe sa convalescence à Pau. Encore un autre de nos témoins au tapis. Mais malgré des douloureuses pertes, dont 2 capitaines, les objectifs du 26e ont été remplis. Et les Français finissent la nuit avec des positions avantageuses, notamment l'entonnoir de la tranchée de Hambourg qui est enfin conquis. Quant au 79e, il reçoit l'ordre de préparer une attaque en finissant le travail sur ses boyaux avancés. Jules Delmas raconte « Les Allemands ont éventé la menace. Pendant toute la nuit, ils ont pilonné les boyaux et maintenant, au clair de lune, ils fusillent nos travailleurs. Nous avons une quarantaine d'hommes blessés sur 200 en chantier. Dans quelques heures, de sorte que la parallèle n'est pas terminée au jour. » Avec toutes ces aventures et malgré les petits succès, le haut commandement doit se rendre à l'évidence. Le nouveau plan visant à contourner les défenses par les flancs a totalement échoué. Encore. Il n'y a plus aucune chance d'avoir le moindre effet de surprise, les lignes de défense ont totalement été reconstruites et les Allemands sont trop nombreux. Il faut momentanément abandonner l'idée de reprendre la crête de Vimy et se concentrer sur le terrain conquis. Il faut également prendre le village de Souchez qui est sur le point de tomber et en finir avec Neuville et son foutu labyrinthe. Mais à part ça, le front doit se figer et faire face aux contre-attaques allemandes qui ne devraient pas tarder à se multiplier. Le 22 mai, la chaleur bienvenue de la veille s'est transformée en canicule étouffante. On pourrait presque qualifier la journée de calme, si on exclut 3 barrages violents dans la journée de la part des défenseurs. Les Français ne le savent pas encore, mais c'est une préparation d'artillerie. Et en fin de journée, les canons allemands crachent à plein régime. Les Français perdent leur liaison télégraphique et se précipitent sur leurs lance-fusées. De nombreuses fusées rouges s'envolent dans les airs, et presque immédiatement, les 75 ouvrent le feu. Jules Delmas se tient prêt à intervenir si besoin. Par rafale, nos obus passent au-dessus de nos têtes avec des sifflements aigus de sirènes étranglées, et dépassant nos premières lignes, vont avec fracas s'écraser sur les positions ennemies. Dans le ciel, de tous côtés, des fusées montent vers les étoiles. Fusées blanches destinées à éclairer le champ de bataille, fusées rouges demandant l'appui des canons, fusées vertes indiquant qu'il faut allonger notre tir dangereux pour nos troupes. En même temps, jalonnant l'horizon des traînées lumineuses, crépitent les feux de l'infanterie et des mitrailleuses. Il n'y a plus aucun doute, c'est bien l'attaque ennemie. Les Allemands, qui ont au passage sorti leurs lance-flammes, se font clouer sur place par des salves de balles et d'obus. Seules 2 compagnies parviennent à prendre une parallèle de départ qui était en cours de construction. À minuit, les Français lancent un barrage d'encagement et attaquent les 2 compagnies germaniques pour finalement reprendre la parallèle de départ. On passe le reste de la nuit à compter les pertes. Et elles sont lourdes pour les Français, mais encore plus pour les Allemands. Une fois le calme retombé, les poilus apprennent que les dernières tranchées du plateau de Loretz ont été conquises par leurs camarades. Ça y est, après tant d'efforts, ce fichu promontoire est enfin à nous. Le 23 mai est plus calme que la veille. Les 2 camps semblent être las des combats et avoir besoin d'un moment pour ramasser et pleurer leurs morts. Cependant, une nouvelle fait la une des journaux. L'Italie vient officiellement d'entrer en guerre aux côtés de la Triple Entente.
nouvelle qui remonte quelque peu le moral des poilus qui se disent que ça permettra probablement de faire en sorte que la guerre se termine plus vite. Cependant, Jules Delmas a la tête ailleurs. La journée est marquée par 2 pertes notables. Celle du colonel Chapard, commandant la brigade, mortellement blessé à la tête, et celle d'un excellent camarade du 37e, le commandant de la Roque, tué par un obus égaré en venant prendre les ordres de notre colonel. Que d'officiers tombés depuis le 9. Le 24 mai, l'artillerie allemande continue son pilonnage systématique et occasionne des pertes malheureuses. Les combattants sont à bout de nerfs. Beaucoup sont en ligne depuis le 9 mai et n'ont bu que du vin ou de l'eau de pluie. Fort heureusement, des troupes fraîches viennent relever certaines unités dans le labyrinthe. Mais elles n'ont pas l'habitude de manœuvrer dans ce genre de boyaux et attirent l'attention des artilleurs qui se concentrent sur eux. Vers 19h, le lieutenant-colonel Collin est convoqué à une réunion d'état-major où il apprend que son régiment sera relevé dans la nuit pour relever le 79e la nuit suivante, c'est-à-dire le régiment juste à côté d'eux. Ce que tu dis n'a aucun sens. Les généraux ont l'air d'être aussi perdus que les soldats. L'unité de Jules Delmas est toujours là à attendre la relève. Depuis bientôt 1 mois, le régiment, malgré des pertes énormes, mène le combat, supportant sans faiblir bombardements et assauts. Nous sommes au bout des forces humaines. Les hommes, admirables d'ardeur et de ténacité, sont exténués par le manque de sommeil, les privations et les fatigues. Leur face émaciée et leurs yeux caves en disent long, si leur langue est muette, car jamais un reproche, une plainte ne s'élève. Vers 22h, des coups de fusil éclatent, et des obus tombent sans exploser. Serait-ce des obus à gaz ? On ne sait pas. Mais dans le doute, les Français prennent leurs précautions. Atmosphère étrange en tout cas, et dans la nuit, le 224e régiment d'infanterie vient relever le 26e. La relève ne se fait pas dans la détente, car sous la lumière des fusées éclairantes, les boyaux sont visés par des tirs de 77 qui infligent des pertes immédiates aux nouveaux arrivants. Quelques heures plus tard, le soleil monte. Nous sommes le 25 mai. La chaleur est torride. L'artillerie allemande tonne et Henri Collin reçoit presque par hasard un contre-ordre. Le 26e ne relève plus le 79e. Allez savoir pourquoi. Le régiment peut se replier à l'arrière et goûter à un repos bien mérité. Même chose pour le 79e qui peut enfin quitter le front. Les troupes prennent les boyaux les plus sûrs pour sortir du labyrinthe. Il faut dire qu'elles connaissent la chanson. Ce serait trop bête de mourir pendant la relève. Mais tout se passe bien, et les soldats peuvent enfin se débarbouiller. Certains d'entre eux sont en effet restés dans leur jus depuis le 9 mai. Entre la crasse, les cadavres et les poux, ça commence à sentir les pieds dans les tranchées. Comme le dit Jules Delmas, « Que de vermine dans ce boyau de l'Elbe. Ce sont assurément des poux importés de Germanie, car ils sont roux, énormes et d'une voracité redoutable. » Les nouveaux arrivants dans le secteur apprennent à la dure ce que c'est que de tenir une zone aussi chaotique. Tous les jours, les obus allemands s'abattent sur eux, et les contre-attaques sur le labyrinthe et le plateau de Lorette se multiplient. Les Allemands ont beau n'être parfois qu'à quelques mètres des Français, la position tient encore et toujours. Tout semble totalement figé malgré la violence des affrontements. Mais ça ne peut pas continuer. Le labyrinthe et le village de Neuville-Saint-Va doivent être conquis dans leur intégralité. Le secteur tout entier est devenu une épine dans le pied de l'armée française. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Et comme les renforts fraîchement arrivés sont les dernières ressources qu'on peut se permettre de lancer dans la bataille, ce sera la dernière chance pour la France de reprendre le secteur.